de sa propre vie, où elle ose militer pour la femme musulmane libre du voile et de la pression maritale, familiale, paternaliste, et contre les frères musulmans qui sont toujours à la manœuvre. Rien que pour ce combat-là qu'elle ose mener au grand jour, bravo Fadila. Je vais faire comme un homme politique dont j'ai oublié le nom. Vous voyez ce que je fais de mes notes? Rien à faire. Parce que là, maintenant, je parle avec mon cœur et je parle avec mon esprit militant. Et que dans ce contexte-là, je n'ai pas besoin de lire. La première fois que j'ai découvert Madame Maharoufi, c'était dans un endroit complètement incongru où, très franchement, je ne m'attendais pas du tout à te rencontrer. Il y a un grand nombre d'années, peu de temps, avant l'assassinat barbare de Madame Sarah Halimi, eh bien, j'ai assisté à une conférence à laquelle étaient présents un certain nombre d'avocats et de personnes qui avaient eu accès à l'intégralité du dossier, c'est-à-dire aussi aux documents de police. Et après les exposés de ces gens brillants qui connaissaient bien le dossier, il y a une femme que je ne connaissais pas, Fadila Maharoufi, qui a parlé avec son cœur de Sarah Halimi et qui, au fur et à mesure, a expliqué que je ne savais même pas qu'elle n'était pas juive, qu'elle était musulmane, qu'elle était dans une situation particulière dans son pays, la Belgique, mais qu'elle était très sensible à ce qui était arrivé, non seulement à Mme Sarah Halimi, mais aussi concernant le traitement judiciaire de son dossier. Et quand j'ai entendu Mme Maharoufi conclure en disant finalement on a assassiné Mme Sarah Halimi 2 fois, mais j'ai eu l'impression de m'entendre, moi, quand on nie la Shoah, est-ce qu'on n'assassine pas les morts 2 fois? Quand LFI fait comme s'il n'y avait pas eu de massacre du 7 octobre, est-ce qu'on n'essaye pas d'assassiner les victimes du 7 octobre une 2e fois? Et là, j'avoue, je suis tombé en pamoison. Et je n'ai jamais coupé le lien avec Fadila Maharoufi. Et puis un jour, récent, à l'invitation de Ferhat Mehini, le président des Kabyles de France, qui voulait organiser une manifestation en soutien à Boualem Sansal, où notre amie musulmane, moi le juif, étions invités à prendre la parole dans un kiosque de la place de la Nation. Il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. Fadila me dit qu'elle vient d'arriver de Bruxelles par le métro. Je trouve ça phénoménal. Et à un instant, elle se retrouve, je vais essayer de vous mimer, le kiosque est derrière moi, Fadila est debout, et de la main gauche, elle tient un bout du drapeau français qui est très long, et de l'autre côté, elle tient le drapeau israélien. Et elle accepte de prendre cette prise en photo. Bravo Fadila, parce que moi, ce courage-là, quand je le vois, quand je le vérifie, et quand je comprends à quel point elle assume ce courage, je ne peux être que admiratif. Et je suis fier et honoré que nous ayons des amis comme toi. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir et que nous remettons le prix Samy Gozlan à Fadila Maharoufi. Et maintenant, j'en ai assez dit, je ne vais pas vous saouler. Et je voudrais donner la parole au fils de Samy Gozlan qui nous fait l'honneur de venir. Je voudrais aussi dire que vous avez en photo, ici, la sculpture qui nous a été offerte par Myriam, qui nous a fait don de sa sculpture, et je tenais à le faire savoir, c'est pas la première fois, nous avons des amis proches qui sont dans l'invisibilité a priori, et je pense que c'est notre travail de savoir les mettre en lumière. Monsieur Gozlan, si vous voulez bien vous saisir du micro. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je n'ai pas prévu de parler, mais j'ai préparé quand même un petit peu. Alors déjà, je tiens à vous remercier l'équipe du BNVCA de l'hommage rendu à papa en donnant son nom à ce prix que je viens de découvrir, d'ailleurs, cette magnifique sculpture que je viens de découvrir, qui me touche énormément parce que, comme je vais vous le dire à l'instant, c'est un geste profondément touchant qui reflète l'importance de ces valeurs, des valeurs qu'a essayé de transmettre papa tout au long de sa vie, avec force, comme vous connaissiez, et des fois avec véhémence. Merci encore une fois à l'équipe du BNVCA. Vous savez,
l'une des notions du judaïsme, c'est que la mort ne marque pas la fin, mais un passage. Très schématiquement, ce monde matériel n'est qu'un lieu de transition. La véritable vie, c'est celle de l'âme, une vie spirituelle. Quand on dit spirituelle, ça peut être Dieu, mais ce n'est pas forcément que ça, guidé par l'élévation de l'esprit et la quête de sens. Le séjour sur cette terre permet, très schématiquement, encore une fois, pas prendre trop de temps, d'accumuler non pas des biens matériels qui disparaissent, mais des trésors spirituels, des valeurs, des actions justes, la foi, la compassion, la défense de l'autre, la défense de l'autre. En attribuant ce prix à son nom, vous rendez hommage à ce qu'il incarnait profondément, la justice, la défense des opprimés, les vrais opprimés, et l'entraide et l'entraide. C'est pour ça que quand j'ai vu la sculpture, je revois en fait, alors je vais vous parler un peu de quelque chose d'intime, mais je revois un peu quand j'étais petit et papa nous racontait des histoires et qu'il nous montrait, il aimait raconter cette histoire des Juifs qui étaient opprimés en Égypte, il n'y a pas vraiment c'était ça, et on avait un livre, je ne sais pas pourquoi il y a ce livre, et il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'on voyait une main qui descendait du ciel et qui venait sauver une petite fille qui était opprimée, qui était à moitié dans un bain de sang et cette main. Et papa, je pense que ces valeurs, toute sa vie, c'était ça. C'était de se dire, si on est à un niveau social, à un niveau professionnel, on a des valeurs sûres, c'est pour aider les autres. C'est pour ne pas les laisser s'effondrer. C'est pour ça qu'il allait dans les banlieues, c'est pour ça qu'il aidait les gens, et il le faisait par son expérience de façon très, très concrète. La force avec laquelle il a mené ses combats, il l'a puisé dans sa foi en Dieu. Il faut savoir bien ça. Dans les valeurs qui ont été transmises par la Bible, une foi qu'il faisait rayonner autour de lui, évidemment, dans sa famille. Donc, je suis très touché de remettre ce prix à Camilla. Franchement, c'est pour moi. Juste, vous savez, papa venait d'Algérie. Il avait un grand respect pour la communauté kabyle. Il avait également des amis autour de lui qui venaient. Moi, je me souviens, quand on était jeunes, il y avait beaucoup de musulmans qui venaient. Il était commissaire à Aulnay. Et il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Quand ils allaient en Algérie, ils lui donnaient des nouvelles de Constantine. Tous les Constantinois ont toujours eu la nostalgie de Constantine. Et il lui ramenait des cadeaux, il lui ramenait des dates, il lui ramenait des habits pour maman, etc. Et il n'y avait pas du tout, de son côté, le racisme n'existait pas du tout. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment, encore une fois, merci beaucoup et merci d'honorer la mémoire de papa pour cela. Je vais juste rajouter un petit message, en fait, c'est que, finalement, c'est que comme on s'était promis avec Guy le jour de son décès, enfin le jour de la première année, on a décidé avec la famille d'écrire un Sefer Torah, d'écrire un rouleau de Torah en la mémoire de papa. Et bien que papa nous a laissé de quoi le financer, mais on a voulu faire participer le maximum de personnes en achetant une lettre, en achetant un mot, en achetant une paracha. Donc prochainement, ça va être là dans ces jours-là. Vous allez certainement recevoir une information pour participer à l'élévation de son âme et reconnaître là où il a puisé sa force, c'est dans ce livre-là. Merci beaucoup. Maintenant, bien sûr, la parole est à Fabila. Bien, écoutez, je suis très touchée évidemment par ce prix. Il est très important. C'est vrai que il vaut beaucoup plus que les Oscars et que tous les prix qu'on reçoit au cinéma, parce que là finalement c'est un jeu, mais que là on dépasse le jeu, on est dans l'enjeu qui est de l'humanité. À ce titre, je voulais aller un peu plus loin. Tout d'abord, merci au Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, parce que c'est vrai que vous faites un travail formidable. Je suis régulièrement à vos postes et je vois que vous êtes assez combatifs et que vous ne mâchez pas les mots, contrairement à d'autres. Je viens, comme vous le savez, d'un pays qui s'appelle la Belgique, enfin en tout cas ce qu'il en restait, et on voit à quel point maintenant
niveau de la société, et à quel point, d'ailleurs, on a parlé à un moment donné de l'affaire Brusselmans, mais ce n'est pas le seul. Déjà, à partir du 7 octobre même, on a assisté devant la chaîne publique belge francophone la complaisance avec les islamistes et le fait de quelque part justifier pourquoi est-ce que ça s'est produit. Donc, pour moi, quelque part, en fait, l'antisémitisme, il existe déjà bien avant le 7 octobre, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés, c'est pas pour rien, parce que je traite de ce sujet de l'islamisme depuis très longtemps, et parce que aussi, j'ai grandi avec l'antisémitisme que j'ai vu au sein de la communauté, et qui était évidemment pas dit, qui était caché, qui était passé sous silence, avec la complicité de nos politiques. Aujourd'hui, je dirais que nous avons des collaborateurs, des gens qui sont vraiment traîtres à la nation, ce sont les hommes politiques, et puis nous avons ces jeunes à l'université qui sont vraiment les idiots utiles, parce que là, évidemment, ce sont des adultes en devenir et qu'il faut absolument sauver, mais ça demande des moyens humains, d'être de plus en plus présents, et il y a tout un travail à faire. Ce que j'ai pu aussi apprendre, excusez-moi, je passe du coq à l'âne parce que je dois passer très vite, je ne suis pas censée faire une autre conférence, mais mon voyage en Israël l'année passée m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que si les Juifs sont attaqués, c'est aussi parce qu'il y a la mémoire. Et que l'ensemble de la communauté arabo-musulmane, depuis la nuit des temps, partout où elle traverse, elle efface d'abord la mémoire des peuples, comme elle l'a fait dans le Maghreb. Quand on voit que dans le Maghreb, avant l'invasion arabo-musulmane, on avait des Kabyles, des Berbères, qui étaient juifs, qui étaient non-juifs, qui étaient chrétiens, etc., qui vivaient en communauté, pas à côté des uns des autres, mais qui vivaient vraiment ensemble. Et puis il y a eu cette invasion où on a eu les dhimmis. Souvent, on nous reparle, et ça, j'attire votre attention sur les anesthésistes, ceux que j'appelle les anesthésistes, qui vous font oublier la mémoire. Et en fait, au fond, ce qui dérange chez les islamistes, c'est que ces juifs ne veulent pas perdre la mémoire. Et finalement, ce sont nos premiers ennemis, c'est ceux qui, sans arrêt, peuvent alerter aussi les occidentaux qui, quelque part, quand on regarde le mouvement du wokisme, c'est complètement ça aussi, c'est réécrire l'histoire à partir du sentiment, des émotions, et plus à partir de la rationalité. Et donc, on en veut à ces juifs. Et il y a vraiment une volonté d'extermination. Je vais être très crue, mais on a deux mondes qui s'affrontent. Il y a deux civilisations qui s'affrontent. La civilisation islamique et la civilisation occidentale. Tout à l'heure, je pense que Daniel Simoni disait oui, en face, vous savez, ils ne sont pas là pour faire la guerre, etc. En réalité, si, ils nous mènent une guerre depuis des décennies, voire des siècles. D'ailleurs, le mot djihad, si on le traduit, ça veut dire guerre, tout simplement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Si on veut combattre cette idéologie-là, si on veut lutter contre l'antisémitisme, il va falloir accepter qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne veulent pas la paix, qui veulent la guerre, qui nous l'ont déclaré, et nous, on doit être prêts à ça. Alors, comment être prêts? Se former intellectuellement, nous nourrir intellectuellement. Puisqu'ils veulent nous effacer la mémoire, nous, il faut qu'on l'abonde évidemment d'intelligence. Il faut aller dans les universités, il faut créer des lieux comme ici, et appeler évidemment énormément de monde pour s'informer, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent s'informer, il y a des gens qui voient, à qui on dit ce que vous voyez n'existe pas. En réalité, dès qu'ils peuvent entendre que d'autres disent la même chose, ils se sentent plus seuls et finalement ils veulent comprendre. Je pense qu'il y a un combat à mener à ce niveau-là. Mais l'autre combat, il ne faut pas non plus rester et être des naïfs. En face, nous avons des gens qui sont capables de s'armer, qui nous tuent, qui nous tuent depuis des décennies. On le voit, il y a eu effectivement Sarah Halimi, il y a eu Ilham Halimi, il y a eu Sarah Knoll, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu à l'école de Toulouse, etc., etc. Donc on a eu énormément de gens qui nous ont déclaré la guerre, et à chaque fois on nous dit pas d'amalgame, surtout c'est pas les musulmans, surtout c'est pas ceci, c'est pas cela. Je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat à chat. On veut lutter contre ça, mais il va falloir se donner les moyens. Et je pense qu'il est important, comme Josiane nous disait, c'est qu'il faut armer vos jeunes. Il faut les préparer à la guerre. Si vous voulez éviter la guerre, vous voulez la paix, il va falloir la défendre. Sans ça, on est voué à mourir. C'est très clair. Le jour où vous allez tomber sur des gens qui veulent en découdre avec vous et que vous êtes avec vos enfants, je vous assure que la frustration de ne pas pouvoir réagir pour les défendre, vos petits-enfants, vos enfants, je vous assure qu'elle va être beaucoup plus grande et elle va vous faire mal au point qu'il ne restera plus d'espoir. Donc je pense que pour moi, s'il y a bien un message que je veux faire passer, c'est celle-là, parce que je les vois, parce que je suis toujours sur le terrain, parce que j'ai bien vu aussi que certains allaient sur des cours d'armes de tir,
et qui sont très surpris souvent de me voir, et d'autant plus parce que le premier regard, comme j'expliquais à une amie quand je vais au centre de tir, c'est quand on regarde mon visage, ils se disent « Ah, une des nôtres qui apprend à se défendre ». Et quand ils voient le médaillon, ils se disent « Ah merde, c'est une des leurs ». Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils projettent. Alors c'est bien beau, ça peut nous rassurer évidemment, de se dire ben, finalement ils veulent la paix, etc. Je vous assure, écoutez les ex-musulmans, écoutez les musulmans qui ne veulent pas de cette guerre, ils vous le diront. Il y a des gens qui en sont morts pendant la décennie noire, il y a des gens qui sont morts dans d'autres pays. En Iran, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de se sacrifier, qui vous disent attention à cette idéologie-là, ils veulent vous tuer. Donc je pense qu'il y a deux niveaux, l'intelligence et le combat physique. Merci beaucoup. Vous ne verrez jamais des personnes issues de la communauté musulmane faire un petit geste, on dit toujours le vivre ensemble, mais on remarquera que c'est toujours le geste du vivre ensemble est toujours dans un sens. Donc moi j'aimerais quand même d'abord remercier Israël, Sahel, tous les juifs qui combattent l'islamisme. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on puisse chanter l'espérance, la tikva, tous ensemble. Donc si on peut se lever, parce que pour moi c'est vraiment... Merci beaucoup. Il ne fait pas froid, mais s'il avait fait froid, nous n'aurions pas eu froid. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je puisse poser une question à Fadila? Oui. Fadila, il y a une question qui me taraude. Heureusement, même si elles ne sont pas toutes à votre niveau, mais il y a d'autres femmes musulmanes qui pensent comme toi. Comment pouvons-nous faire pour parler aux musulmans qui, j'espère, sont encore majoritaires, mais qui aujourd'hui sont terrorisés, pour qu'ils sortent de leurs craintes et qu'ils nous rejoignent dans notre combat commun? Je sais que tu travailles beaucoup à animer notamment les cafés laïcs, c'est peut-être une partie de la réponse, mais si vous en êtes d'accord, c'est une question qui mérite une réponse importante. Merci. Alors, tout d'abord, ça fait depuis pas mal de temps que je ne suis plus musulmane, je suis plutôt ex-musulmane. Cela dit, j'ai quand même des musulmans qui me contactent. Si on veut aider la communauté musulmane ou les ex-musulmans à oser prendre la parole, je pense qu'il faut donner la parole à ceux qui osent le dire. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des figures qui le représentent. Parce que souvent, ces musulmans, en fait, on nous culpabilise depuis l'enfance. On nous dit, la communauté, c'est la Oumma, elle est une et indivisible. Alors, on a toujours l'impression, évidemment, qu'on est seul face au reste du monde. Mais en réalité, il faut pouvoir leur dire, non, vous n'êtes pas seul. Et moi, j'ai de plus en plus de personnes, des femmes ou des hommes, des musulmans ou des ex-musulmans, qui me disent, je pensais être seule, j'étais entendue, et souvent, j'ai beaucoup aussi de Belges qui écoutent la France, parce que la Belgique est tombée depuis longtemps, mais qui écoutent la France et qui ont de l'espoir et qui disent, j'ai appris à prendre connaissance de toi et de ton existence depuis la France. Et je suis heureuse de me dire que je ne suis pas folle. Parce qu'en réalité, quand un musulman ne suit pas la Oumma, on le traite de fou, il finit par devenir fou. Et c'est parfois comme ça qu'on peut avoir aussi des passages à l'acte au niveau du djihadisme.
Mais bon, ça, ce sera peut-être une prochaine conférence. Bravo. Merci pour votre participation à tous. Merci à toute l'équipe du BNVCA et à ceux qui ont aidé. Et voilà.